Dans le champ de la psychopathologie, je vais vous parler aujourd'hui de la psychose. On divise, on va dire, l'homme en deux parties. D'un côté, on caractérise les personnes dites névrotiques et d'un autre, on caractérise les personnes dites psychotiques. Alors ces deux personnes ont une vision, ont une façon d'être au monde qui est différente. Chez le névrotique, il va questionner sa place au monde. Il va surtout se questionner sur l'autre, c'est-à-dire l'autre c'est quelque chose de moi que j'ignore. Et pour autant, le sujet névrotique ne va pas douter de sa propre existence. Il va être au monde, mais va surtout se demander qu'est-ce que l'autre pense de moi. Son mécanisme de défense sera plutôt le refoulement, et sa libido, elle sera portée sur l'autre, sur l'extérieur. Lorsqu'il y a décompensation, c'est-à-dire lorsque cette structure de personnalité dite névrotique s'effondre, ce sera par exemple des troubles obsessionnels compulsifs, ça peut être aussi de l'hystérie, ou ça peut être aussi la névrose d'angoisse. Mais aujourd'hui, donc, on va s'intéresser plus particulièrement à la psychose, donc au sujet structuré comme étant psychotique, qui, eux, ne vont pas se questionner sur l'autre. L'autre va plutôt être perçu comme menaçant, intriguant, et le sujet va affirmer qu'il l'est, car dans le fond, il n'est pas sûr d'être. Donc, chez la psychose, il va y avoir une perte de contact avec le réel, donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une absence de barrière entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Également, une absence de barrière entre le corps du sujet et ce qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que tout peut se mêler, il peut y avoir de la confusion, le discours peut aller dans une fuite en avant sans qu'il y ait de retour sur ce qui a été dit. Le mécanisme de défense va ici plutôt être le déni. Il n'y a pas de toutes ces névroses, tous ces tics, toutes ces obsessions. Donc le monde, quelque part, va intégrer son unité psychique. Lorsqu'il y a décompensation, chez les sujets donc dits psychotiques, on aura plus souvent affaire à des délires, à des hallucinations. Là, par exemple, j'ai répertorié deux façons. Donc, d'un côté, j'ai mis la schizophrénie et de l'autre, les troubles délirants chroniques. En ce qui concerne la schizophrénie, donc ce qui la caractérise, c'est qu'il y a dissociation de la personnalité, donc un trouble dissociatif, donc comme j'ai dit, une confusion entre l'extérieur et l'intérieur. La schizophrénie, elle répertorie tout ce que l'on ne peut pas classer comme étant une maladie, parce qu'elle est propre au sujet et elle dépend de sa personnalité et de la façon dont il décompense. C'est très difficile à identifier. Néanmoins, on repère une sémiologie basée en 3 points. Premièrement, une dissociation psychique. Deuxièmement, un délire paranoïde. Et troisièmement, l'autisme, ici entendu comme symptôme. Dans la dissociation psychique, on a une dissociation de la pensée, une dissociation affective et trouble du comportement. On retrouve dans la pensée le phénomène de barrage, c'est-à-dire qu'il y a des temps d'arrêt dans le discours, le sujet il passe du coq à l'âne, il y a une lenteur dans les idées, la difficulté de compréhension, l'obtusion de la pensée, donc une pensée qui manque de subtilité et de finesse. En ce qui concerne la dissociation de l'affect, il y a généralement une indifférence envers autrui, une froideur dans le contact, un certain repli. Souvent, cette indifférence, c'est une conséquence d'une hypersensibilité. Il y a aussi donc de l'aboulie et de l'inertie. Enfin, dans les troubles du comportement, on trouve des comportements psychomoteurs dénaturés, donc qui s'expliquent par une perte de l'unité, des bizarreries, des indécisions dans les gestes, de la stéréotypie et des impulsions. Donc le délire paranoïde
où en fait la perception du réel, elle va être erronée, et le sujet adhère à la perception du réel qui s'est créée, même si elle est totalement fausse. Les délires, donc souvent ce sont des thèmes de persécution, de catastrophes religieux ou mystiques, mais il n'y a pas de distance possible, le sujet vit émotionnellement son délire, il est très investi, c'est un délire qui est contradictoire et abstrait. Donc il n'y a pas forcément d'hallucination dans la schizophrénie. Donc de l'autisme comme symptôme, donc pas en tant qu'entité, perte de contact avec la réalité, donc repli social, un monde qui semble impénétrable, obscur et hermétique. J'ai rangé aussi dans les psychoses les troubles délirants chroniques. Donc par rapport à la schizophrénie, ce sont des troubles qui vont être systématisés, donc qui vont revenir systématiquement dans la vie du sujet. Il y a une personnalité prémorbide, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain type de personnalité, donc, dont on va parler de quelques-unes après, dans les troubles délirants chroniques. Donc c'est l'idée délirante qui fait l'essentiel du tableau clinique. Donc on a l'impression en fait que le délire fait partie de la personnalité du sujet. C'est pas il se comporte normalement, et bien que le sujet peut avoir des activités normales, être intégré dans la vie sociale, eh bien il y a des moments où son délire va reprendre le dessus. Mais en tout cas, c'est un délire qui est logique, cohérent, contrairement à la schizophrénie où il y a une fuite en avant, ça part dans tous les sens. Ça se base sur des faits qui sont réels, mais qui sont interprétés de façon délirante. Dans la psychose hallucinatoire chronique, on a donc au préalable des caractères schizotypiques, repli social, une baisse de motivation, un absolutisme des croyances, une rigidité aussi dans ses croyances et une rigidité dans les attitudes. Donc, dans la psychose hallucinatoire chronique, donc le délire est intense, la logique est toujours suivie, la pensée elle est devinée en écho. Le sujet en fait a l'impression que on lui parle, qu'il y a des voix qui lui parlent, qui lui disent de faire ci ou ça. Il y a aussi donc des délires de toute puissance, donc le fait d'être un, d'être missionné, d'être ici pour sauver la planète ou je ne sais quel autre délire de puissance et de grandeur. Donc là, après, ça peut être l'impression que des entités supérieures lui parlent. Le sujet essaye de se défendre contre ces voix qui deviennent trop envahissantes. Comme les hallucinations auditives, où ça peut être l'impression que la télé est en train de lui parler à lui. Tout est interprété en fait en fonction de la personne et de son délire. Donc ensuite, le délire paranoïaque. Donc le délire paranoïaque, il épouse la personnalité paranoïaque. Les personnalités paranoïaques, ce sont donc des personnes qui vont être méfiantes, qui vont avoir beaucoup de suspicions vis-à-vis des autres. Ils vont interpréter tout ce que font les autres comme étant malveillant, comme étant contre eux. Donc ça peut être basé sur un fait réel, mais à partir d'un fait réel, le sujet va interpréter comme étant contre lui quelqu'un qui lui a pas dit bonjour parce qu'il était de mauvaise humeur. Ça peut être il m'a pas dit bonjour parce qu'il a quelque chose contre moi. Donc ces doutes sont injustifiés. Il se méfie de telle personne. Par exemple, oh, je suis sûre que telle personne complote contre moi. Je suis sûre qu'il veut tuer mon chat. Il a des comportements louches avec lui, donc il va se mettre à observer, à épier son voisin. Et même s'il n'y a rien, il n'y a pas de faits, on va dire, qui sont explicatifs de son délire, eh bien, la personnalité paranoïaque va vraiment être suspicieuse constamment. Enfin, une référence excessive à sa propre personne, donc tout est en fonction de lui uniquement. Il va chercher aussi des significations cachées dans tout pour aller dans le sens de ce qu'il pense. Il ne fait confiance à personne. Il est aussi assez fort pour convaincre les autres qu'il a raison. Il pourrait inventer un mensonge énorme sur une personne, faire croire que dans sa famille, je ne sais pas, admettons, sa sœur a été violée puis s'est fait enlever, etc. avec une précision tellement forte, avec une conviction et
beaucoup de talent pour convaincre, pour argumenter que on a envie de le croire parce que il semble crédible et surtout il croit à son délire. Dans le délire paranoïaque, tous les symptômes que j'ai dit dans la personnalité paranoïaque de base, tout ça va être accentué. Le raisonnement va être de plus illogique. Il va y avoir une hypertrophie du moi, donc c'est-à-dire de l'orgueil, de l'obstination, une impossibilité à dialoguer. Le jugement est faux. Donc, dans l'interprétation systématisée, donc il y a rarement des hallucinations, il y a énormément d'obstination. Donc le délire en réseau, donc tout le délire est concentré autour de sa vie. Son prisme est extrêmement déformant. L'interprétation est toujours délirante et dans le sens de ce qu'il veut. Par contre, il a un rapport assez neutre par rapport à l'autre. Il est plutôt prudent et distant. Dans la paranoïa sensitive, il y a une impression de mépris. Ça cache souvent un épisode dépressif. Et il y a par contre un manque de sûreté, une timidité, une susceptibilité. Donc de base, c'est plus une personnalité qui va être sensitive et qui va être hypersensible dans sa structure. Enfin, dans les délires passionnels, il y a donc l'érotomanie et le délire passionnel de jalousie. Donc c'est simple, l'érotomanie, c'est la certitude absolue qu'une star ou qu'une personne dite grandiose est amoureux du sujet. Et le sujet peut entrer dans ce délire, donc croire qu'on lui envoie des lettres, répondre, se croire supérieur, etc. Donc délire passionnel jalousie, c'est une jalousie qui va être pathologique. Par exemple, le simple fait de voir pour le sujet sa femme faire la bise à son voisin, ben ça peut être interprété comme une tromperie et le sujet va chercher des preuves que sa femme le trompe alors qu'en réalité elle a juste fait la bise à son voisin. Et ça peut aller très loin parce que le sujet peut croire que tout le monde complote contre lui, que tout le monde est complice, que personne ne veut le mettre au courant, et ça revient en fait toujours au même, tout le monde est contre lui. Donc voilà en ce qui concerne la paranoïa. Enfin, une personnalité narcissique, eh bien donc je l'ai résumé en quelques points. Donc il y a ici un besoin d'admiration, un manque d'empathie, de l'égocentrisme, le sujet se pense spécial et unique, il y a des délires de grandeur, le sujet pense qu'il doit bénéficier d'un traitement de valeur, un comportement hautain, la projection, et un rapport à l'autre qui est objectal. Donc, la personne va chercher à obtenir des informations positives sur elle, va chercher les compliments, elle va chercher à ce qu'on flatte sa personne, un besoin d'être admirée, c'est-à-dire que si la personne ne fait pas tout pour être admirée, elle s'effondre, donc ça va être souvent des personnes qui vont s'efforcer d'avoir un superbe physique, d'avoir beaucoup de connaissances, d'avoir beaucoup d'admiration, d'être sociable, d'être extraverti, qui vont bien intégrer les codes sociaux uniquement pour avoir des retours sur elles, positifs. Ce sont des personnes qui vont se mettre toujours au centre de l'attention. Ils vont se surestimer ses capacités. Son discours est grandiloquent. Donc, je sais pas, une simple rencontre va devenir une rencontre exceptionnelle, une forte amitié va devenir une osmose. Tout est grandiloquent, déformant, exagéré. Il n'y a pas de justesse, en fait, c'est disproportionné. Tout est disproportionné. Même dans les discours, il peut utiliser des mots précieux. Les sentiments en revanche sont volatiles, il n'y a pas de profondeur parce que c'est l'image qui va primer, l'image qui est renvoyée. L'autre est vu comme un objet. L'autre en fait n'est qu'un moyen pour faire augmenter le narcissisme de la personne, pour qu'il paraisse plus grand aux yeux des autres, mais pas pour qu'il y ait une relation authentique avec l'autre. Donc, c'est une relation qui va être souvent spéculaire. Donc, j'admire l'autre, il m'admire. C'est un amour conditionné. Sous forme d'emprise, souvent. Donc, l'autre est sous l'emprise du narcissisme de la personne. Tout est concentré sur elle. Donc, il y a une grosse difficulté à ressentir de l'empathie chaude,
de se mettre à la place de l'autre, en fait. Donc la souffrance est souvent niée. Tout ce qui est important, c'est que tout aille dans le sens de cette personne, de son narcissisme. Donc c'est assez toxique. Donc là, on parle de personnalité narcissique, mais en fait, c'est plutôt des degrés qu'on devrait avoir. Et donc, lorsque le degré, on va dire, est au maximum et qu'on est dans le champ de la psychose, on parle alors de mégalomanie. Donc la mégalomanie, donc c'est vraiment la personnalité narcissique, mais excessive. Excessive, donc désir immodéré, amour exclusif de soi. Donc ça se caractérise, selon le DSM, par une surestimation de soi, une surestimation de sa puissance, des délires aussi de grandeur, le fait de se prendre pour une divinité vivante, une surconnaissance, donc beaucoup de connaissances apprises pour grandir le narcissisme. Tout est fait pour susciter l'admiration. Et souvent, on observe une relation, on va dire, spéciale avec un dieu, un ange, une célébrité, peu importe. Donc, un complexe de supériorité, j'ai marqué également, où la personne se croit toujours au-dessus des autres. Et bien souvent, ça cache une très faible estime de soi. Donc maintenant, on va illustrer ça avec des exemples.